Bonjour, mon nom est Francesco Sarti, je travaille à l'ESA et je suis coordinateur des affaires éducation et training pour l'observation de la Terre. On a décidé de réaliser un cours vidéo organisé en plusieurs séquences pour célébrer l'arrivée de Sentinel-1 et la mise à disposition d'un nombre très important de données radar gratuites et libres d'accès, ce qui est une nouveauté très importante par rapport au passé. Dans le cadre donc du lancement de Sentinel-1, on va réaliser des vidéos qui couvrent d'un côté la mission Sentinel-1, ses précurseurs, le Data Hub de Sentinel-1 qui permet de télécharger ces données, le niveau de traitement disponible aux utilisateurs pour les données et finalement plusieurs séquences avec des rappels sur les fondements radar et des TP aussi, des travaux pratiques avec le logiciel Sentinel-1 Toolbox pour montrer des exemples de filtrage du speckle, de calibration, géoréférencement, des séquences multitemporelles et finalement la réalisation des mosaïques et quelques mots sur la polarimétrie et l'interférométrie. Pour tout cela, nous allons utiliser l'aide de Jean-Paul Rudon, membre du bureau de réseau francophone de télédétection et professeur à l'Université de Marne-la-Vallée. Bonjour Jean-Paul et merci. Bien, nous allons maintenant nous efforcer de présenter les images radar en quelques mots, donc de la manière la plus compacte possible. Alors, selon le plan suivant, les domaines optiques et radar, donc très rapidement. Quelles mesures effectue-t-on? C'est une première ébauche d'un passage qui reviendra avec, au point 4, l'équation radar, revisitée pour la télédétection. Et enfin, quelques mots sur la structure de l'image, les problèmes de résolution spatiale, qui sont différentes selon les directions dans lesquelles on observe l'image. Et enfin, les problèmes de géométrie radar et de géométrie sol. Alors, tout d'abord, les domaines optiques et radar en télédétection. Alors, ce transparent que l'on doit au CNES est tout à fait synthétique. À gauche, vous avez sur quelques flèches là, qui indiquent les rayonnements visibles proche infrarouge et infrarouge thermique. Pour ce qui est du visible et du proche infrarouge thermique, il s'agit de la réflexion de la lumière solaire. L'infrarouge thermique, il s'agit simplement de l'émission propre de la Terre. Voilà, on limite le domaine optique à 0,5 à 4 microns. C'est-à-dire que le thermique n'est pas inclus dans ce qu'on appelle le domaine optique. Le domaine thermique, c'est autour de 10 microns pour le rayonnement propre de la sphère de la Terre. Alors, sur la droite du schéma, vous avez un croquis qui indique donc comment fonctionne le radar imageur. Il s'agit là d'un radar monostatique, c'est-à-dire que les antennes d'émission et de réception sont au même endroit. C'est un système qui est actif, latéral, qui fonctionne jour et nuit car il est capable de percer la nuit, il est autonome en termes énergétiques. Il est également autonome des conditions climatiques, c'est-à-dire qu'on peut travailler au travers des nuages. Alors, en ce qui concerne le vocabulaire de base, nous avons, dans le cas du radar, une émission d'ondes, une réflexion par le sol qui revient vers l'antenne, donc on parle de rétrodiffusion, donc le terme est clair. Alors qu'en optique, on mesure une luminance, et cette luminance va être traduite en réflectance selon différents raisonnements qui peuvent être faits sur la mesure optique. Alors, que dire de supplémentaire là-dessus? Eh bien, c'est que les ondes utilisées sont des ondes électromagnétiques, donc un couplage de champs électriques et de champs magnétiques qui se propagent dans l'espace. C'est le propre à la fois de l'optique, à la fois du domaine radar, que l'on appelle également micro-ondes. Quelles mesures pour le radar? Alors il s'agit, pour l'acronyme de radiodétection and ranging, nous ne l'avons pas dit, nous le voyons maintenant, il s'agit d'ondes, alors supposé radio, en fait c'est un sous-domaine qui est le domaine des micro-ondes, des ondes centimétriques comme on l'a vu tout à l'heure. La détection des cibles et le ranging signifie classification en distance. Alors il s'agit d'une classification en distance qui joue avant tout, quand on regarde les images à la fin des traitements, en distance latérale, c'est-à-dire ce qu'on appelle le range en anglais. Pour nous, c'est le transversal ou le latéral. Alors, il s'agit d'une émission d'ondes électromagnétiques qui est cohérente et polarisée. Alors, commençons par le second terme. Polarisée,
Vous avez les schémas qui sont dus au CNES, qui sont juste en dessous, là, en vert et en bleu. Nous avons une onde qui arrive au sol. Il se peut que le champ électrique soit guidé selon l'axe qui est indiqué ici, c'est-à-dire inclus dans le plan d'incidence. On parle de polarisation verticale, ou qu'au contraire, le champ électrique rayonne et vibre perpendiculairement au plan d'incidence, c'est-à-dire cette fois-ci horizontal. Alors, horizontal, on comprend bien. Vertical, on comprend moins le vocabulaire, sauf si on pense que le radar émet horizontalement, comme c'était le cas par exemple pour les premiers radars sur les bateaux. Et à ce moment-là, le champ que l'on indique comme V devient vertical également. Les longueurs d'onde sont comprises entre 2 et 60 cm, avec classiquement, pour ce qui est des images radar, une classification qui fait référence à la longueur d'onde. La bande X autour de 3 cm de longueur d'onde, la bande C autour de 6 cm, la bande L autour de 25 et la bande P autour de 60 cm. Actuellement en orbite, on trouve la bande X, la bande C, la bande L sur des divers satellites, et la bande P est prévue à l'horizon de quelques années, là, 2018 je crois. Ce sera un satellite qui traitera spécifiquement de la biomasse. À quoi sert le terme cohérent qui est indiqué donc, au départ, onde électromagnétique cohérente? Il s'agit d'une propriété très importante des ondes émises par le radar. Cette cohérence signifie qu'il y a une stabilité en phase, ce que veut dire qu'on va pouvoir comparer l'onde retour avec l'onde émise et en déduire un temps de parcours, puis une distance. C'est la clé de voûte du fait que le radar travaille en distance. Si l'onde n'était pas cohérente, ou s'il y a une destruction de cohérence dans une onde quelconque, eh bien, on ne pourrait pas faire ce travail. Quelle est la nature de la mesure effectuée par le radar? Alors, les mesures sont en fait représentées à la base par une amplitude et une phase où, au niveau de la mesure réelle, en fait, une partie réelle et une partie imaginaire, c'est-à-dire une partie en phase et en quadrature avec le signal émis. Alors, nous, on a l'habitude de représenter ça par une amplitude et une phase, partie réelle, partie imaginaire. Tout cela, ça fait référence à du vocabulaire de nombres complexes, ce qui n'est pas très important à ce niveau-là. L'amplitude est liée à la qualité de la cible. Entre un oiseau et un petit avion, il n'y aura pas une énergie rétrodiffusée qui sera la même, on verra ça tout à l'heure. Quant à la phase, elle est liée à des distances de propagation entre l'antenne et puis les différentes cibles que l'on trouve dans un pixel. Alors, est-ce que la phase est importante? Eh bien, on va voir au déroulé du cours qu'effectivement, ça a de l'importance, surtout pour les applications polarimétriques et interférométriques, mais également à l'occasion des problèmes de filtrage, puisqu'on verra que la réponse radar, en termes d'amplitude ou d'intensité, alors l'intensité, c'est le carré de l'amplitude, classiquement, eh bien, les termes de phase vont jouer un rôle important dans la définition de ces éléments. Tout cela est valable selon les polarisations d'émission et les polarisations de réception. Comme le radar, les antennes sont capables d'émettre en V, émettre en H, mais aussi recevoir en V et recevoir en H, ça signifie qu'une image donnée sera caractérisée par la donnée de deux polarisations, émission-réception. Donc, tous les radars ne fonctionnent pas avec cette capacité, mais certains le font, et on verra des exemples en particulier en travaux pratiques. Alors, de quoi dépend la mesure en rétrodiffusion? Alors, bien évidemment, comme toujours en télédétection, elle dépend des caractéristiques de l'onde, longueur d'onde, polarisation, direction de visée. Elle dépend également, évidemment, sinon on ne s'intéresserait pas à ces images, des caractéristiques de la surface imagée. Qu'est-ce qu'on va trouver fortement marqué dans le cas des images radar? Bien, les effets de pente ou effets de relief, les problèmes de rugosité, d'humidité, la biomasse superficielle. S'il y a des structures anthropiques, eh bien, il y aura des signatures très particulières. Ça, c'est pour l'énergie reçue. Et pour ce qui est de la phase, eh bien, il y aura les problèmes de les distances qui vont agir comme des paramètres importants. Voilà en résumé ce qu'il y a dans la mesure. On reviendra là-dessus plus en détail tout à l'heure. Alors, le schéma qui a été un peu modifié ici, là, le schéma du radar à droite, montre qu'il est insensible aux conditions climatiques, donc ce qui en fait un intérêt majeur, surtout pour les zones tropicales. Nous allons maintenant passer au tableau rapidement.
pour voir quels sont les éléments qui gouvernent la géométrie de l'image et la résolution spatiale. Alors, latéralement, comme le radar classe les points en distance par rapport à l'antenne, il y a évidemment un problème de géométrie. Selon la direction de visée, on ne va pas avoir la même chose. La direction du faisceau joue un rôle. La longueur d'antenne, elle va jouer un rôle, on va voir pourquoi. Et la résolution latérale par rapport au radar va en jouer également dans la définition du pixel sol. Alors, avant de passer effectivement au tableau pour quelques compléments, on peut regarder ici donc, la structure de l'image et la résolution spatiale rapportée sur deux schémas assez simples, l'un qu'on doit à Raney en 1998 et un autre qui est un schéma simple qui indique comment l'image se structure. Alors, vous avez le déplacement du vecteur et puis perpendiculairement, on va simplifier, perpendiculairement au déplacement, il va accumuler des lignes images, lesquelles lignes images accumulées finiront par donner une image complète avec un certain nombre de lignes, un certain nombre de colonnes. Alors après, comment est structurée, comment est fabriquée cette image, donc c'est un autre problème, on reviendra dessus tout de suite après. Et ce schéma de Raney indique quelque chose de très important. C'est qu'à la base, d'une manière native, c'est la distance au radar, transversalement, qui va définir les points qui se trouvent à l'intérieur d'un pixel. Et donc, en géométrie radar, on va raisonner sur la résolution par rapport au radar. C'est-à-dire que deux points qui seront dans une cellule, telle que celle qui est dessinée ici, avec une différence de distance inférieure à petit r indice grand R dans son dessin, ne seront pas séparés. Et ceci, c'est bien par rapport au radar. Ceci est lié aux caractéristiques techniques du système. Alors, on peut, dans des modélisations simples, montrer que cette caractéristique est égale à la vitesse de la lumière que multiplie la largeur de l'impulsion émise divisée par 2. Le divisé par 2 provient d'un aller-retour, tout simplement. Et par les traitements numériques, qui sont ceux du signal radar, eh bien, on est amené à montrer que le delta T, donc, est transformé, ce n'est plus la longueur réelle de l'impulsion, mais c'est une longueur équivalente, est égale à 1 sur grand B, où grand B est la largeur de bande disponible dans le signal radar. Pur traitement du signal qui nous amène à ces résultats. Dans le sens longitudinal ou azimutal, donc dans le sens de déplacement de l'avion, la résolution, donc le RA, qui n'est pas marqué sur la figure ici, est égal à la longueur d'antenne divisée par 2. Alors tout ceci, c'est charge lourde en traitement du signal, au niveau du traitement de synthèse d'ouverture, dit-on, et il s'agit de la séparation des cibles au sol dans une antenne assez large, dans un faisceau assez large, en jouant sur l'effet Doppler. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ces affaires-là. Comme on l'a dit en présentation générale, eh bien, il y aura annexé à cet ensemble de rappels et de TP un fichier qui indiquera des sources de référence externes dans lesquelles les choses seront détaillées, donc avec le plan général qui a été ici retenu. Alors, indiqué sur le transparent, les deux directions en azimut et en transversal ou range en anglais, ou encore direction de faisceau, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, sont des directions qui ne sont pas équivalentes. C'est-à-dire que le système radar n'est pas isotrope en termes de tâches au sol. Ceci est très important. Ce qui indique donc que la direction de visée joue un rôle important dans les résultats. La première ligne ici nous indiquait la géométrie radar. La deuxième indique la géométrie sol. Alors, cette géométrie sol, elle est perturbée par le fait que, quand on voit ici la cellule de résolution, eh bien, nous avons, pour avoir l'équivalent au sol, la nécessité de faire une projection en distance. Et le calcul montre, on va le reprendre au tableau rapidement, que c'est égal à RR sur le sinus de l'incidence locale. Alors, ça montre que la taille d'un pixel au sol va évoluer énormément avec les effets de pente. Et on le voit sur ce schéma qui est très bien fait. Il suffit de déplacer ici la cellule de résolution, d'imaginer qu'on la décale eh bien, d'un cran à droite, et on va se retrouver avec quasiment toute la montagne ici, qui va être dans la même cellule de résolution. Voilà donc des problèmes qui sont des problèmes assez spécifiques au radar et que l'on doit envisager. Alors, le problème de la résolution sol, donc
on va le revoir, et les déformations liées au radar, on va les revoir en passant au tableau maintenant. Donc, nous concentrer un peu sur la géométrie radar en reprenant des éléments qui ont été vus avant. Alors ici, nous avons l'antenne, hein, et ici, on fait un dessin en coupe. Hein, nous sommes en coupe ici, c'est-à-dire que si le radar se propage dans la direction indiquée, l'image va se développer au sol entre deux limites qui sont celles-ci. Donc on va avoir des pixels qui auront l'allure suivante. Alors, si l'on dessine effectivement un dessin en coupe en abandonnant la perspective, hein, voilà, l'antenne étant ici, nous avons pour un sol déterminé à respecter une différence de distance donnée par rapport au radar, donc ce que l'on a appelé le R en range, R là, et on voit qu'en projetant le point, cette valeur de RR au sol, hein, on fait apparaître le sinus de l'incidence, et au sol, nous avons ici un RR sur sinus I, ce que l'on a vu tout à l'heure. Donc c'est bien parce que les points sont vus en distance, c'est-à-dire que le point petit a, qui figurait ici dans la géométrie radar, est à la même distance que le point grand A par rapport au radar. Alors ma figure est un peu fausse, mais on le comprend bien. Ce qui signifie que la surface d'un pixel au sol va être égale à cette valeur de petit r, grand R divisé par sinus I, que multiplie la valeur azimutale que l'on a vue tout à l'heure, égale à L sur 2, où L est la longueur d'antenne. Voilà. Donc ça, c'est pour un sol plat, hein, surface de pixels pour un sol plat. Si l'on envisage maintenant une certaine pente au niveau du sol, on envisage maintenant une pente au niveau du sol, c'est-à-dire qu'on a toujours notre faisceau radar, mais cette fois-ci, une pente petit p, on va avoir la même configuration par rapport au radar, donc le même petit r. Ici, nous aurons un A'B' qui sera égal à petit r divisé par le sinus de l'incidence locale, qui est ici. Hein. L'incidence locale, c'est la direction qui est marquée entre le faisceau radar et la normale. Et cette incidence locale, c'est l'incidence de tout à l'heure, donc dans le cas, moins la pente. Alors là, on simplifie, hein, l'observation parce qu'on ne considère que la pente orientée vers le radar. Mais c'est suffisant pour comprendre l'essentiel des phénomènes que l'on va rencontrer. Hein. Voilà. Et donc dans ce cas-là, la surface du pixel avec une pente P sera égale à sinus I moins P multiplie L sur 2. Un résultat qui est légèrement différent, que l'on peut compacter en réunissant les deux expressions. Surface avec une pente P. Surface avec une pente P sera égale à la surface à plat que multiplie une très grande sensibilité de la surface. Donc, la surface avec une pente P sera égale à la surface sol plat que multiplie sinus I sur sinus I moins P. Alors, ce résultat est très important. Nous verrons par la suite que la surface d'un pixel, hein, joue un très grand rôle dans la réponse radar, ce qu'on peut appeler la réponse radar. Voilà, donc ça c'est un résultat à mémoriser, hein, on le reverra. Et pour ceux qui sont habitués à travailler avec les sinus et les angles, hein, on voit par exemple que si on a un sinus 30 degrés avec une incidence de 30 degrés, on est environ à 1,5. Et si on prend une pente de l'ordre de 15 degrés, on va avoir un sinus de 15 degrés qui sera à peu près un quart, et donc il y aura un facteur 2. C'est-à-dire que avec une incidence de faisceau de 30 degrés et une pente de 15 degrés, on verra des différences de surface de pixels effectives d'un facteur 2. OK. Alors, une influence importante, hein,
quand on regarde des images, l'image en elle-même, c'est que si la surface du pixel augmente, à ce moment-là, le nombre de pixels dans l'image diminue pour représenter la même zone. Le nombre de pixels diminue pour une même zone et on voit apparaître un phénomène de compression dans l'image. Ceci est un grand classique de l'imagerie radar, la compression des faces qui sont orientées vers l'antenne. Alors, on peut regarder d'un peu plus précisément les... Nous allons maintenant regarder au niveau géométrique ce qui se passe quand on a un point en altitude. Alors, pour cela, je vais considérer une antenne qui est très lointaine, on ne va pas dire à l'infini, mais un radar satellitaire plutôt, de telle manière que le faisceau soit quasiment un faisceau parallèle. Auquel cas, si on a une structure d'altitude petit h, le point grand S va être vu en même temps que le point petit s qui est au sol. Ici, j'ai simplement dessiné ce qui serait un cercle de rayon quasiment infini, c'est-à-dire une droite, avec ici l'angle d'incidence, petit i, donc parallèle au faisceau, que je retrouve ici, et donc un déplacement au sol qui est h sur tangente i. Donc on va avoir des déformations au sein de l'image. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des compressions de surface, on a également des déformations au sein de l'image. Alors, on peut compléter par un autre schéma. On va prendre un relief, toujours avec le même faisceau, là, faisceau parallèle, là. Et pour savoir où les points du relief vont être situés dans l'image, en supposant qu'on ait un plan de référence situé ici, eh bien, on va abattre des perpendiculaires au faisceau en partant des différents points. Voilà. Et on va se rendre compte comme cela que, eh bien, les zones qui sont dirigées vers le radar sont comprimées de la même manière qu'on l'a vu tout à l'heure avec les histoires de surface. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le schéma ici? Il y a le fait que pour un faisceau parallèle qui est celui-ci, toute cette zone-là va être située dans l'ombre du faisceau, donc dans l'image radar, ce sera représenté en sombre. Alors, il y a une autre configuration là, que l'on rencontre assez fréquemment dans les images, c'est lorsque le sommet, l'un des sommets, eh bien, est suffisamment haut, voilà, je dessine cette fois-ci un pain de sucre, pour que l'image du sommet, petit s, soit vue avant l'image de la base. Et là, on parle de renversement de relief. Renversement de relief lorsque le sommet est suffisamment haut. Alors ce cas-là se passe lorsque la pente est supérieure à l'incidence. Voilà. Et dans le cas de l'ombre, on l'a dans le cas où la pente P' de l'autre côté est en valeur absolue supérieure à pi sur 2 moins i. Voilà, donc ce sont des schémas assez simples sur lesquels on peut jouer quand on veut interpréter les images. Déplacement, compression, et on va voir ça dans les exemples tout à l'heure.